Les ordures règnent en maître à Jesco, un quartier de la commune de Yopougon, des ordures qui ont une incidence sur la santé des populations. La France lance l'opération Serval dans la nuit du 10 au 11 janvier 2013 pour stopper les combattants terroristes qui avaient pris d'assaut les localités de Kona et Diabali et s'apprêtaient à lancer une offensive vers la capitale malienne. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Bonsoir Thomas Guessambi. Avec Thomas, journaliste à la rédaction de RTI2, nous allons échanger sur la vente d'esclaves noirs en Libye, toujours dans le cadre de la rétrospective. Thomas, nous reviendrons à vous dans quelques minutes. Nous allons regarder ensemble ce reportage tourné dans la commune de Yopougon, au quartier Jesco, où ordures et population cohabitent. Les eaux usées, leurs corollaires de mouches et de maladies ne sont pas bien loin non plus. Une situation qui dure depuis des mois déjà. Notre reporter Eric Goré s'est rendu dans ce quartier. Yopougon Jesco n'a pas un beau visage ces jours-ci. Des eaux de ruissellement ça et là, des caniveaux bouchés et des ordures qui jonchent les rues. Ces ordures jetées pêle-mêle, comme ici au quartier Tout le Pleu de Jesco. Voici un terrain qui va bientôt servir à la construction d'une entreprise devenue un dépotoir. Cette situation divise les jeunes de ce quartier que nous avons surpris en train de discuter. Qu'ils mettent cet endroit-là en valeur pour que nous aussi, nous qui sommes là, les moustiques, je ne suis pas d'accord avec lui. Est-ce que les voitures qui ramassent les déchets, est-ce que les voitures ne passent pas ici? Ils ne viennent pas ici. Mais en fait, qui jette les ordures sur ce site? Il vient la nuit, au moment où on s'en va à la maison, maintenant il vient venir ça et puis il donne d'eau. Maintenant, matin, nous on vient, maintenant nous on prend les pots cassés, on respire ça nous rend malade, on ne sait pas quoi faire. Après une petite enquête, nous retrouvons les auteurs. Ce sont les riverains. Ces personnes reconnaissent leurs fautes, mais elles accusent à leur tour les autorités municipales. C'est parce qu'on n'a pas de place pour verser les ordures, qu'on verse les ordures sur la route pour qu'eux aussi n'ont qu'à voir, pour pouvoir envoyer la voiture, qu'on verse poubelle dedans. Avant, les gens passaient les gros camions là. Quand ils passent là, on sort, on vient verser. Maintenant là, quand ils viennent comme ça là, ils ne gardent pas, ils s'en vont. Accusés, la mairie de Yopougon opte pour la sensibilisation. Le directeur du développement humain, Bangali Koulibaly, invite les populations à plus de discipline afin de rendre propre leur cadre de vie. On ne dépose pas les ordures n'importe comment. C'est une question de discipline aussi, il faut le reconnaître. C'est peut-être des efforts à fournir et là, c'est pour aller vers les sites agréés. Maintenant, si vous estimez que vous ne pouvez pas aller jusqu'au niveau des coffres, il y a des jeunes précollecteurs qui viennent dans les foyers, qui approchent les populations, les ménages, pour pouvoir précollecter les ordures et les envoyer vers ces sites. Là, c'est un contrat maintenant passé entre les ménages et ces personnes-là. Sinon, en principe, la collecte et la précollecte des ordures, elle est gratuite. Vivement que les structures en charge de la salubrité se penchent sur la question afin de trouver une solution efficace pour que Yopougon Jesco puisse retrouver son lustre d'antan. Au Mali, l'intervention des troupes françaises a permis de stopper l'offensive des terroristes et de libérer la partie nord du pays. Paris répondait à un appel du président de la République par intérim, Dioncounda Traoré. La France a lancé l'opération Serval dans la nuit du 10 au 11 janvier 2013 pour stopper ces combattants terroristes qui avaient pris d'assaut les localités de Kona et de Diabali. Le reportage de Anzeli Kayoura, commenté par Juliette Aouya. 11 janvier 2013. Les Touaregs et leurs alliés islamistes lancent une offensive contre la capitale malienne Bamako. Ils prennent d'assaut 2 localités du centre du pays, Kona et Diabali. Les combattants djihadistes réclament ainsi l'autonomie de la région. Les autorités maliennes réagissent aussitôt. Le président par intérim, Dioncounda Traoré, appelle à l'aide la France. L'ancienne puissance coloniale envoie au Mali Serval, une force d'intervention rapide qui arrête l'invasion djihadiste et la repousse vers le nord. Cette guerre est la conséquence de plusieurs phénomènes, notamment le conflit en Libye qui déstabilise les populations sahariennes et le repli vers le Sahara d'islamistes chassés d'Afghanistan. Les premiers affrontements débutent en 2012 entre la coalition des indépendantistes et des terroristes dans l'extrême nord-est du pays. Les assaillants ont commencé à occuper les grandes villes
Kidal, Tombouctou et Gao. Le coup d'État du 22 mars 2012 ayant bouleversé la chaîne du commandement militaire dans le pays. Pendant que la junte dirigée par Amadou Aya Sanogo s'installe au pouvoir dans la capitale, le mouvement national pour la libération de l'Azawad proclame le 6 avril 2012 à Gao l'indépendance de l'Azawad. Proclamation d'ailleurs rejetée par la communauté internationale. Le MNLA est ensuite chassé de la cité des Askia, dans la région nord, par ses alliés, notamment le Moudjaour, mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, Ansardine et Al-Qaïda au Maghreb islamique. Le 11 janvier 2013, les premières frappes françaises sont intenses. Quelques jours après, 3 villes sont libérées, Diabali, Gao et Tombouctou. Plus tard, l'opération Serval va prendre position à Kidal. Des bataillons terrestres togolais, burkinabés et nigérians sont déployés. Le Niger, quant à lui, attend le feu vert pour attaquer les combattants djihadistes à partir de son territoire. Leur plan désormais désorganisé par l'opération Serval, les islamistes renoncent à leur prétention d'occupation territoriale. La lutte antiterroriste s'intensifie le 1er août 2014. L'opération Barkhane vient ainsi remplacer Serval dans toute la zone sahélo-saharienne. Nous nous pencherons aujourd'hui sur la vente de migrants noirs en Libye comme esclaves. Ce traitement infligé aux populations d'Afrique subsaharienne en Libye prévaut depuis des siècles. La pratique n'est pas révolue. Thomas, rappelons que vous êtes journaliste et chef du service reportage de RTI2. La ruée vers l'Europe s'est transformée en cauchemar pour de nombreux Noirs en quête d'un monde meilleur. Vous convenez avec moi, Thomas? Bien entendu, si le sujet a fait l'objet de l'attention du monde entier, discutant les colonnes de l'actualité politique, notamment sur les questions par exemple de Jérusalem, du terrorisme, du climat, le sujet de l'esclavage moderne aura retenu l'attention du monde entier. Tout est parti d'images diffusées donc sur une chaîne américaine le 13 novembre 2017. Des images qui montrent des migrants africains vendus aux enchères en Libye, ce qui crée un tollé général. Bien avant, des ONG dénonçaient ce traitement inhumain dans le pays de Kadhafi, suivant ce reportage de Dangui Dangui qui revient là-dessus. Des images de vente de migrants aux enchères comme des objets sur un marché aux esclaves non loin de Tripoli, capitale de la Libye. Ces images de la chaîne de télévision américaine CNN ont fait le tour du monde vers la fin de l'année 2017, choquant le monde entier, déchaînant des vagues de colère et d'indignation. Les condamnations s'enchaînent, des fronts se forment spontanément contre cette traite d'êtres humains dont les victimes sont pour la plupart originaires de l'Afrique subsaharienne. Les Nations Unies déclarent la guerre à cet esclavage des Noirs. De nombreux pays, dont la Côte d'Ivoire, sortent de l'émotion et organisent le retour de leurs ressortissants, retenus prisonniers ou esclaves dans une Libye devenue un no man's land depuis la mort de Mouammar Kadhafi. Les survivants de cet enfer libyen reviennent bien souvent avec des témoignages qui donnent froid dans le dos. Dès que tu arrives en Libye, tu es déjà vendu. On vous vend en Libye, on vous fait des prisonniers, on vous oblige à faire des travaux forcés. J'ai été torturé, j'ai été fait prisonnier. J'ai même encore les douleurs dans mon corps. Ils ont mis courant sur moi. C'est le courant qui fait ça. Vous voyez, c'est Tournevis qui a fait ça. Tournevis, on prend tournevis, on te perce pour que tu puisses appeler tes parents pour envoyer l'argent. J'ai vu des gens mourir en Libye. Nous n'avons pas demandé tout cela. Mais que la Libye comprenne qu'en nous traitant de la façon comme des esclaves, ce n'est pas ça la solution. Devant ces souffrances qui n'honorent pas l'humanité, selon les organisations des droits de l'homme, dirigeants africains et occidentaux se sont engagés à prendre leurs responsabilités pour abolir la traite des Noirs en Libye. Reste maintenant à joindre l'acte à la parole. Nous venons de le voir, Thomas, ces images interpellent plus d'un, les dirigeants africains, les autorités libyennes, la communauté internationale et aussi les candidats à l'immigration. Comment en est-on arrivé là? Le phénomène que certains ont qualifié d'esclavage des temps modernes
d'insulte à la conscience de l'humanité peut avoir plusieurs explications. Naturellement, la fermeture des accès de l'Europe après la vague d'immigration des années 2015-2016, avec naturellement la guerre en Irak, la guerre en Syrie, et ceux qui cherchent un mieux-être, comme vous l'avez dit, qui pensent que les conditions économiques dans lesquelles ils vivent ici sont difficiles au point de chercher leur paradis ailleurs. Et bien entendu, à côté de cela, c'est que la Libye n'existe que de nom. Un pays dans lequel il règne un chaos ne peut pas être un pays qui puisse respecter les droits de l'homme, même si on sait que la question de l'esclavage fait partie de la tradition de l'inconscient, j'allais dire, arabo-musulman. Depuis des siècles et des siècles. Ce que je dois dire, par exemple, on sait que officiellement, la traite où l'esclavage a commencé quand Christophe Colomb va découvrir l'Amérique au XVe siècle. Bien entendu, pour le compte d'Isabelle la catholique. Mais on verra qu'en 1833, l'Angleterre officiellement va y mettre un terme. L'Angleterre qui influençait à cette époque-là les États-Unis. Suivi de la France en 1848 et les États-Unis en 1865. Ben, comme je l'ai dit, c'est une question de tradition dans le monde arabo-musulman. Ce sera en 1963, un siècle plus tard après, les Américains, que l'Arabie saoudite va y mettre fin. Mais après 1980, que la Mauritanie va y mettre fin. Mais entre guillemets, mais la tradition, elle continue toujours. Mais pourquoi aussi? Pourquoi? Parce que il y a un réseau de passeurs qui gagnait sa vie par le passage des migrants vers l'Europe. Et une fois que les accès de l'Europe sont fermés, les passeurs qui n'ont plus de ressources vont réfléchir. Et dans leur réflexion, ce qu'ils vont trouver, c'est de faire naturellement de ces migrants qui sont, si vous voulez, de passage en Libye, autant pour moi, des esclaves qu'on pourrait vendre pour des entreprises agricoles ou bien des entreprises du BTP. Mais ces migrants qui quittent leur pays, l'on pourrait imputer cet exode massif aussi à une carence de mise en place de politiques de création d'emplois stables dans plusieurs pays africains. Oui et non. Vous verrez peut-être que tous ceux qui ont choisi le chemin de l'immigration ne sont pas forcément soit brimés ou vivaient extrêmement difficilement dans leur pays. Mais tout est une question aussi, c'est ce qu'on a évoqué ici, ce qu'on appelait la démocratisation des supports de diffusion de l'image. Et puis, naturellement, les témoignages de ceux qui vont en Europe, qui viennent échanger aussi avec ceux qui sont restés au pays pour dire le monde meilleur qui existe, c'est de l'autre côté. Donc, naturellement, gagné par le goût de l'aventure, on peut s'y lancer. Et investir 10 millions, par exemple, là-dedans, dans cette aventure? Parce qu'il croit sans doute à un retour sur investissement. En investissant 10 millions, pour lui, l'argent est sans doute versé en Europe. Une fois qu'on arrive en Europe, on pourra récupérer cet argent-là. Mais ce que je dois dire, dans le commentaire, il y a une phrase qui a retenu mon attention. Il faut sortir de l'émotion. C'est-à-dire que devant ce que nous avons vu, il y a une sorte d'hypocrisie internationale qui a voulu s'exprimer. Mais déjà en 2015... moi, j'ai eu l'opportunité d'accompagner une action du gouvernement en Libye pour aller chercher les migrants qui y vont. Mais contrairement à la traite négrière où on arrachait des citoyens à leur famille, ici, les migrants y vont volontairement. Donc, c'est volontairement aussi que le gouvernement peut tendre la main à un migrant s'il exprime le besoin. Donc, on n'ira pas arracher un migrant qui se trouve en Libye, sauf s'il se met à la disposition de la volonté du gouvernement. Ils vont volontairement à la recherche d'un monde meilleur, comme on l'a dit. Et dans cette affaire, l'Italie et l'Union européenne ont été pointés du doigt par Amnesty International, surtout l'Italie, avec le renforcement par Rome de ses accords de coopération avec Tripoli, même si le chef du gouvernement italien, Paolo Gentiloni, a déclaré que l'Italie a la tête haute sur la question migratoire. Oui, ici, l'Union européenne, et si vous voulez beaucoup plus précisément, la Libye peut être pointée du doigt parce que le phénomène n'a pas été traité avec beaucoup plus d'indignation pour dire il faut y mettre un haut là, il faut arrêter tout de suite le traitement inhumain de ces migrants. Tout ce qu'on a demandé à Tripoli, améliorer les conditions de détention
des migrants. Donc, naturellement, en regardant une telle situation, on se dit que l'Union européenne, ou bien si vous voulez, l'Italie, n'a pas été beaucoup plus ferme sur la question devant ce qu'on pourrait qualifier d'esclavage des temps modernes. Ok, en tout cas, le sommet UAUE avait dégagé déjà 3 solutions le 29 et 30 novembre dernier, ici même à Abidjan. Et il y avait le démantèlement des réseaux, l'opération d'évacuation et une autre solution proposée. Voilà, depuis samedi dernier, c'était la rétrospective de la rédaction de RTI2. Thomas Gessambi, vous avez été avec nous durant ces 6 jours pour cette rétrospective qui s'achève aujourd'hui. Quelle sera la dynamique impulsée en 2018? Rapidement, Thomas. En 2018, nous allons toujours continuer dans une dynamique à la fois qualitative et quantitative. Donc, améliorer nos façons de traiter l'information, mais choisir aussi l'information qui intéresse beaucoup plus la population qui en est consommatrice. Donc, ce que je dois dire, c'est que nos projecteurs seront braqués sur toute l'actualité, qu'elle soit de proximité ou à l'international, pour les décrypter, les présenter à la population, parce que l'information est un droit pour les citoyens. Merci Thomas Gessambi d'avoir été sur notre plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Portez-vous bien. Merci.